crédit. Le crédit a un coût. Et comme vous venez de le dire très bien, ce coût se définit dans le temps. Très bien. Et maintenant, dans le temps, il y a ce qu'on appelle la courbe des taux d'intérêt. La courbe des taux d'intérêt, c'est vraiment c'est une ligne de régression. Vraiment, il faut pas. C'est une ligne qui est sur un graphique, ok, qui va de bas en haut. Et le plus, donc il faut vraiment faire une courbe. Et les taux d'intérêt qui sont sur le court terme, par exemple, si on veut emprunter de l'argent pour 1 an, et pour 3 mois, pour 6 mois, le taux d'intérêt sur cet argent de 3 mois ne peut pas être plus élevé que le taux d'intérêt sur les prêts de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans. Donc, c'est ce qu'on appelle la courbe des taux d'intérêt. En anglais, ça s'appelle le yield curve. Maintenant, il faut bien se rendre compte que lorsqu'on emprunte de l'argent pour 1 an, le taux d'intérêt sur ce prêt ne peut pas être supérieur au taux d'intérêt sur un prêt de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans. Hein? Et quelqu'un qui veut s'engager dans la manufacture, dans la production, il ne peut pas emprunter de l'argent au taux d'intérêt sur le court terme. Parce que le taux d'intérêt sur le court terme doit être plus bas que le taux d'intérêt sur le long terme, mais les écarts entre le taux d'intérêt sur le court terme et le taux d'intérêt sur le long terme, en général, se reflètent dans le niveau de la productivité, dans le niveau de la rentabilité de la production, dans l'accès au marché, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un investisseur qui investit dans la production, il lui faut un minimum de 1 an à 24 mois pour atteindre le cycle de production, avant même qu'il puisse aller sur le marché et vendre sa production. Et pendant cette période, il doit payer la dette. Et si le taux d'intérêt est tel que le coût de l'argent est supérieur à son taux de profit, il ne le fera pas. Et c'est la première condition dans ce cas pour les investisseurs locaux, c'est d'avoir accès au capital qui leur permet un taux d'intérêt supérieur, un taux de rendement supérieur au coût de l'argent. Ça, c'est la première chose. Ce que je constate en Haïti aujourd'hui, c'est que le taux d'intérêt sur le court terme est supérieur au taux d'intérêt sur le long terme. Donc, dès lors, vous avez un gel de crédit. Parce que le crédit gelé, les investisseurs qui investissent sur le long terme, qui s'impliquent dans la manufacture, ne vont jamais procéder à demander ces prêts. Parce que ces prêts, les taux d'intérêt sur ces prêts sont tellement élevés qu'ils ne peuvent pas assurer la rentabilité du capital, la rentabilité du crédit. Et en l'occurrence, je vais vous donner un exemple très simple. Vous avez entendu parler des bons BRH. Les bons BRH, la réclame vous dit que les bons BRH vous payent 7% d'intérêt. Et s'il y a dépréciation de la monnaie, la BRH vous garantit la différence. Donc, et vous garantit la convertibilité, de votre argent au même taux, si vous voulez, au même montant que vous l'aviez eu avant d'acheter les bons. Comment dire, conserve votre quantum dollar. C'est ça. Maintenant, ce qui veut dire, si vous avez 100 000 good et que la BRH vous dit, achetez mes bons BRH, je vous paye 7%. Ça vous donne, à la maturité, vous aurez 107 000 good. Mais les 100 000 good, au moment du placement, si les 100 000 good valaient $70, ça vous fait roughly à peu près 1 300, 1 400 $ américains. Mais si à maturité, les 100 000 good valent, il y a une dépréciation de la good. Et qu'il faudrait que la BRH additionne, disons, 10 000 good pour compenser pour la dépréciation. Mais le rendement sur le bon n'est plus 7%. Le rendement sur le bon est maintenant 17%. Parce qu'à cause de la dépréciation, l'effet du change. L'effet de change, il doit augmenter sur le taux d'intérêt.
Ça vous fait maintenant, voilà, vous avez un taux d'intérêt à court terme à 17%. Et ce taux va déterminer le taux sur le long terme. Donc, il n'y a aucun moyen au monde qu'un investisseur averti qui est dans la manufacture accepterait de faire des emprunts sur le long terme à des taux d'intérêt supérieurs à son taux de rendement. Hein? Donc, et ceci gèle l'accès au crédit. Et aussi, comme pour les acteurs économiques, ils préfèrent, au lieu d'emprunter de l'argent à un client sur le long terme, ils préfèrent ne pas prendre de risque et carrément placer leurs fonds avec la BRH et jouer de 17-18% d'intérêt. Donc, sans risque. Donc, ça veut dire que c'est l'effet bénéfique à ce moment-là, en termes de placement, de rentabilité. Bon, maintenant, rentabilité immédiate. Oui, rentabilité immédiate, oui, mais except sur le long terme, nous sommes tous perdants. Donc, à effet pervers sur le crédit. Oui, nous sommes tous perdants. Parce que ce qui se passe, pour payer ces intérêts, d'abord, il faut d'abord des investissements qui rapportent. Donc, lorsque vous avez des placements qui ne sont pas investis dans l'industrie, il faut créer la monnaie pour payer les intérêts. Donc, ce qui augmente la masse monétaire, ce qui augmente l'inflation, ce qui a un effet pervers sur toute l'économie et qui effectivement cause la dépréciation de la monnaie, l'accélération de la dépréciation de la monnaie. Donc, ce qu'on essaie de faire en émettant les bons BRH, s'annule en vertu de l'effet de la dépréciation. Hein? Et s'annule effectivement au niveau du crédit, parce que le taux d'intérêt pour l'industrialiste devient trop élevé pour que lui, il puisse s'engager, faire un emprunt pour investir dans l'industrie et manufacturer sur le long terme. Donc, l'effet de la dépréciation nous affecte tous, d'une façon ou d'une autre. Hein? Lorsque vous pensez que vous allez gagner davantage, parce qu'il y a effectivement un du plus qu'ils appellent en effet en vertu de la dépréciation, mais ce du plus que vous l'obtenez, vous avez une augmentation de la masse monétaire sans une augmentation correspondante de la production. Très bien. Alors, les autres opérateurs, tels que les institutions financières, je prends le marché informel, je prends également la diaspora, puisque on parle de gouttes et de dollars. Et ensuite, il y a aussi les exportateurs, même les importateurs. Il y a une demande des importateurs, il y a aussi le flux de dollars provenant des exportations. Donc, comment tout ceci peut nous permettre d'encourager, de stimuler ou d'avoir un effet inverse sur le crédit, un effet beaucoup plus positif sur le crédit? Bon, maintenant, il faut se rendre compte de deux choses. Nous recevons de la diaspora à peu près 2 milliards $2 milliards l'an, hein, c'est ça? Et nous avons comme exportation à peu près 1 milliard. Ça vous fait que la masse de dollars disponibles dans l'économie est estimée à 3 milliards. Donc, peut-être il y a d'autres... il y a les fonds de l'international qui arrivent. Donc, vous avez facilement... L'économie haïtienne peut compter sur 5 milliards de dollars l'an en matière de devises. Hein. Maintenant, faudrait-il avoir une politique monétaire qui prend en compte, dans l'agrégat, ce montant? Parce qu'en fait, c'est ce dont vous avez accès. Vous avez accès à 5 milliards de dollars. Faudrait-il prendre en compte, avoir une politique monétaire qui prend en compte ce montant? Et si c'est le cas, comment vous allez allouer le crédit basé sur ces 5 milliards? Hein? Et si c'est le cas, quel taux de croissance vous souhaitez avoir pour permettre, pour compenser et pour ralentir la dépréciation de la monnaie locale? Et parce que la dépréciation de la monnaie locale est fonction directement de la disponibilité de dollars, mais aussi et la disponibilité de dollars s'améliore en fonction de la production nationale. Et en fonction de la production nationale, et la production nationale est fonction de coûts de production. Donc, il y a toute une échelle, toute une série d'étapes de réflexion
qui doivent se faire et chacune de ces réflexions se fait à un niveau d'abstraction différent et qui a des implications différentes. Donc, l'idée, c'est comment harmoniser les réflexions et surtout, comment les identifier. Parce que c'est à partir de l'identification des réflexions, c'est à partir de l'identification du niveau de la réflexion que vous allez effectivement aboutir à un résultat qui pourrait influencer le taux de change. Très bien. Alors, puisque nous avons deux monnaies en circulation, il y a une demande de crédit, il y a une offre de crédit, et nous allons parler des différents opérateurs, incluant l'institution financière. Alors, celui qui demande le crédit, ou bien qui arrive à obtenir le crédit, est-ce qu'il lui est favorable d'avoir ce crédit en gourde ou en dollars? Bon, écoutez, ça dépend de ce qu'il fait de l'argent. Si le gars veut emprunter pour la consommation, hein, c'est vraiment la monnaie devient ce que vous appelez un moyen d'échange. Oui, c'est Hein? tout à fait. Donc, que ce soit en gold, que ce soit en dollars, c'est un moyen d'échange. Hein? Et les valeurs sont déterminées soit dans l'un ou dans l'autre. Donc, il n'y a pas de différence. Là où il y a une différence, c'est celui qui a besoin d'importer les équipements. C'est celui qui a besoin d'importer les matières premières. Là, pour lui, il faut absolument qu'il ait les dollars, des emprunts en dollars. Indépendamment du taux d'intérêt. Parce que la question, c'est accès au crédit. En quelle monnaie, dans quelle monnaie déterminer le crédit, dans libeller le crédit. Donc, on se met d'accord que celui qui importe pour la production, qui a besoin de se procurer de matières premières, qui a besoin de se procurer d'équipements lourds, il a besoin de dollars. Et celui qui est dans la consommation locale, que ce soit en dollars ou en goud, ça oui, lui est mais il peut obtenir un crédit en gourde, après, quitte à avoir des dollars pour ultérieurement, de manière à pouvoir satisfaire une requête. Parce que quand même, le dollar crée sur lui une pression aussi. Bon, maintenant, ça va dépendre de quelle politique monétaire que la Banque centrale voudrait adopter. Vous comprenez? Et comment allouer le crédit. Hein? Ça dépend de la réflexion au niveau de la BRH. Et aussi des banques, parce qu'il ne faut pas oublier que les banques, ce sont des acteurs qui, eux autres, ils sont sujets à l'obligation de réserve, de coefficient de réserve, et qui ne leur permettent pas d'utiliser 100% des épargnes qu'ils recueillent. Donc, et eux autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont préférer ils vont octroyer les crédits en dollars et se débarrasser plutôt octroyer les crédits en gold et se débarrasser aussi rapidement que possible des gold qui se dévaluent, hein? Et bon, quoi qu'ils vont être payés, ils vont être payés en gold aussi, hein? La dévaluation sur leurs actifs devient pervers. Ou est-ce qu'ils vont préférer fonctionner et octroyer des prêts en dollars qui va permettre une préservation de la valeur de leurs actifs? Et maintenant, la préservation de la valeur de leurs actifs va se refléter directement dans ce qu'on appelle les fonds propres. Hein? Donc, tout ceci devient, vous voulez, une réflexion avec plusieurs maillons, c'est ça? Plusieurs maillons il faut gérer chaque maillon. Et on déplace un maillon, le maillon qu'on déplace à droite a des implications sur les maillons qui sont à gauche. Et les maillons qui sont à gauche ont des implications sur les maillons qui sont à droite. Donc, il faut vraiment des réflexions profondes et sérieuses et sages. Très bien. Alors, il y a un opérateur qui n'est pas mentionné, ce sont, je dirais, les agents de change particulièrement. Le change, ces agents ont aussi un impact, une importance, un poids sur le marché, rien que résultant de l'effet de spéculation. Bon, maintenant, je pense qu'il y a un circulaire qui a été publié par la BRH qui exige que les agents de change respectent les taux que publie la BRH. Donc, bien sûr, dans tout marché, c'est vraiment la question de le prix, c'est toujours l'offre et la demande. Ouais, donc, il y a des agents qui en profitent pour faire un certain pourcentage en plus de ce qui est dicté par la BRH. Parce que même là aussi, il faut se rendre compte qu'il est difficile pour une institution financière de dicter le prix du marché. C'est comme dicter le prix du travail, c'est comme dicter le prix de l'importation du riz. Encore, c'est offre-demande. Oui,
vous allez toujours trouver quelqu'un qui accepterait de payer davantage pour avoir accès aux produits. Donc, vraiment, la question, c'est plutôt comment gérer tous les éléments dont vous disposez pour avoir une certaine harmonisation de l'économie, pour avoir une certaine harmonisation dans les taux de change, pour avoir un taux de croissance réglementé et qui ne dépasse pas, qui ne déborde pas. Okay? C'est vraiment le tout, c'est comment gérer les actifs dont vous disposez. Très bien. Alors, pour une note positive, par exemple, comment peut-on tirer avantage de cette situation que nous avons là aujourd'hui? Il y a un taux de change assez important, c'est même, je dirais, alarmant pour le commun des mortels. Donc, comment peut-on tirer avantage de cela dans le cadre de cet environnement que nous avons là, en tant que chercheurs, spécialistes? Bon, maintenant, tirer avantage d'un taux d'échange qui se dévalue. Bien pourquoi? Freiner. Ça dépend de quel côté de la balance que vous vous situez. Si vous êtes un banquier et qui a des actifs en good, vous êtes perdant. Parce qu'au fur et à mesure que la monnaie se déprécie, vos actifs aussi perdent de la valeur. Tout à fait. Hein? Si vous êtes un consommateur qui veut, par exemple, se procurer d'actifs à long terme, par exemple, comme l'immobilier, donc vous vous procurez de ces actifs en good, mais éventuellement, le taux de l'inflation va permettre à ce que l'appréciation qui se fait sur l'actif acquis se reflète dans votre patrimoine. Mm-hmm. Donc, ça dépend de quel côté de la balance que vous vous trouvez. Et la décision, c'est une décision qui vraiment reflète vos intérêts personnels. Maintenant, il y a en dehors de l'intérêt personnel, il y a l'intérêt de la nation. Mm-hmm. Parce qu'il faut vraiment toujours penser à l'intérêt de la nation. Et la question devient, qu'est-ce qui serait mieux pour la nation? Hein? Donc, parce que ce qui va mieux pour la nation va mieux pour nous tous. Est-ce qu'il faudrait peut-être des réformes au niveau de la